Et il est 14h30 à Paris. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous. C'est derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on accueille un petit nouveau aujourd'hui sur notre plateau, Antoine de Seigneurins. Bonjour, journaliste à The Conversation France. Bienvenue parmi nous. Alors, c'est la tradition. On commence avec un cliché, une photo que vous avez choisie pour nous. On va peut-être la regarder à l'écran, cette photo. Qu'est-ce qu'on y voit et surtout, qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui, Antoine? Bonjour Elisabeth. Oui, j'ai choisi une photo d'Albello de l'agence France Presse. Donc elle montre les huitièmes de finale entre la France et le Paraguay. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'arbitrage et évidemment, ce qui me marque directement, c'est le faste qu'il y a sur cette photo et le logo de la FIFA qui est omniprésent. Surtout en son centre, on a l'impression que c'est des feuilles d'or qui sont déposées sur la pelouse. Et ça contraste complètement avec l'objectif de la FIFA, qui est une organisation à but non lucratif, qui a été créée en 1904. Et le fait aussi, c'est que la Coupe du Monde a été créée par un Français, je ne sais pas si vous le saviez, Jules Rimet, avec la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Donc l'organisation à but non lucratif qui contraste avec le fait que la Coupe du Monde est très très lucrative. Voilà, on a le cliché derrière vous, effectivement, image splendide, voilà. Pas tellement à l'image de cette rencontre. Comment la FIFA gagne-t-elle de l'argent avec la Coupe du Monde aujourd'hui ? C'est justement le sujet de l'article de The Conversation France qui ont été écrits par deux économistes du sport qui sont les grands spécialistes français. Donc il y a Richard Duhautois du CNAM et ensuite il y a Luc Arondel de la Paris School of Economics, l'école prestigieuse. Et pour eux, la Coupe du Monde, c'est le joyau de la FIFA. Elle représente 80% de leurs revenus. Et concrètement, donc, la FIFA, elle dispose de trois grandes sources de revenus. La première, c'est évidemment les droits télévisuels. Donc, on est ici à la télévision qui correspondent à une manne énorme, plus de 50%, et qui ont explosé depuis 1954 avec la Coupe du Monde en Suisse. Ensuite, il y a les revenus marketing et les sponsors. Donc, vous présentez des reportages tout le temps. On peut voir les logos des principales marques derrière les interviews. Et enfin, la billetterie et les programmes d'hospitalité. Je vais revenir sur des chiffres qui sont démentiels, qui peuvent donner une idée, qui m'ont donné complètement le tournis. Le premier, c'est 8 milliards d'euros qui sont attendus de revenus. 11 milliards, c'est la fourchette haute. Donc, on attend de voir ce que ça donne. Ensuite, le deuxième, c'est que la Coupe du Monde en Russie en 2018, c'est 3,5 milliards d'euros de bénéfices. Autant dire que tous les médias du monde entier aimeraient bien ça. Et 5 milliards de téléspectateurs ont regardé la finale entre l'Argentine et la France. On a malheureusement perdu. Il y en a peut-être encore plus si on rejoue la finale, le match retour. Ça fait beaucoup de zéros, tout ça. Ça sert à quoi tout cet argent ? L'argent, donc c'est une organisation à but non lucratif, je le précise. Je viens de rappeler, ouais. Donc ça sert à financer la promotion du football dans le monde. Il y a notamment un programme de 2 milliards d'euros où la FIFA, en fait, va redistribuer l'argent auprès des confédérations, avec la Confédération de football africaine ou l'UEFA, et les fédérations, comme la Fédération française du football ou du Sénégal. Et ensuite, ces 2 milliards d'euros et l'autre sur les 8 milliards d'euros, par exemple, de cette Coupe du Monde, ça peut servir à financer d'autres événements. Donc, on pense à la Coupe du Monde de football féminin. Ça sera l'année prochaine au Brésil et je pense qu'évidemment, vous allez beaucoup en parler. Ah, comme toujours. Et puis, alors, du coup, on s'interroge comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que cette Coupe du Monde ne coûte pas beaucoup d'argent à la FIFA ? En fait, la FIFA est très intelligente puisqu'elle va déléguer une partie des coûts. Donc, c'est ce qu'on montrait dans l'article de The Conversation France, Richard Duhautois et Luc Arondel. Donc, notamment pour la construction des infrastructures. Contrairement au JO où le comité des Jeux Olympiques va financer une partie des stades, des métros, des grandes routes, là, la FIFA va déléguer. Autre chose, c'est les salaires des joueurs dont on parle souvent, qui vont être payés directement par les clubs. Cette année, la FIFA va reléguer une partie, mais ça va surtout avantager en fait, les clubs de football riches, puisque c'est les joueurs qui vont jouer jusqu'au bout. Kylian Mbappé, par exemple, il joue au Real de Madrid, Ousmane Dembélé au PSG. Ce n'est pas les clubs les plus pauvres du monde. Et je crois qu'on va regarder quelques images pour illustrer tout cela. Exactement, donc assez parlé d'argent, on va passer au cœur, à la passion, donc au football, avec un reportage de Jocelyn Debroux. Ils sont partis aux aurores depuis leur village de 2000 habitants en Haute-Loire.
Après 15 heures de voyage, les voilà au cœur de New York. On s'est levé au chant du coq ce matin et on va se coucher au chant des sirènes de la police américaine. Ces 3 amis d'enfance vont réaliser leur rêve. Vivre ensemble une Coupe du Monde aux États-Unis en voyant 4 matchs de l'équipe de France. Avec le 16e de finale, ça nous a mis à 400 € les 4 tickets. Donc c'est très raisonnable. 100 € par match. À peu près, en moyenne. Ils préparent ce voyage depuis plus de 6 mois et ont tout optimisé pour rester sous la barre des 5 000 € par personne pour 3 semaines aux États-Unis, vol, hôtel et billets compris. Pas de vacances en février, pas de vacances en décembre, pas de vacances à Pâques. C'est les premières vacances depuis 8 mois, que ce soit en congé ou en argent. Pour avoir la chance de voir l'entrée en lice des Bleus à New York, il y a ceux qui ont tout prévu et ceux qui ont craqué à la dernière minute. Comme ce francilien qui a déboursé 2 000 € sur un coup de tête pour rejoindre sa compagne franco-américaine. C'est quelque chose qu'on va peut-être vivre une fois dans sa vie, avec la France à New York. Je me suis levé, j'ai pris mes billets d'avion et je suis là. C'est une folie, donc la Coupe du Monde, c'est une folie. Et on espère que l'équipe de France va faire une folie aussi, mardi. Ce père et son fils logent chez des amis à 1h15 de New York et tentent d'optimiser chaque dépense avec un budget de 50 € par jour pour manger. Et ce midi, trouver un repas est compliqué. C'est $12, ça. C'est... Pour un burger, ça fait quand même cher. Même problème devant cet autre restaurant où pour 2 sandwichs et 2 boissons, la note grimpe à 50 €. Bah oui, c'est cher. On réduit, mais on va aller voir ailleurs si on trouve pas mieux. La quête du repas bon marché va donc devoir se poursuivre. Pour eux, comme pour tous les supporters français, le rêve américain a un prix. Il est loin le hot dog à $1 à New York, effectivement. Ce rêve américain a un prix, on l'entend à la fin du reportage. Qu'en est-il du prix des stalles? Colossal aussi, je crois. Exactement. Bon, bah forcément, on est aux États-Unis, donc il n'y a rien qui n'échappe à la folie des grandeurs des Américains. Par exemple, vous pouvez voir derrière moi un article qui a été écrit par Clément Dubreuil de la Cage Business School qui parle des Smart Stadiums. La photo, c'est le Sophie Stadium qui a coûté 4,8 milliards d'euros. Concrètement, par rapport au Stade de France, c'était 364 millions d'euros. Donc vous voyez un petit peu le différentiel. Ces stades, donc, qui sont smart, bon, pour moi, c'est connecté. On n'est pas du tout dans des stades qui sont intelligents. Ils servent à plusieurs choses. La première chose, c'est que vous allez pouvoir accéder à l'entrée des joueurs, à la sortie des joueurs, si vous avez des places exclusives. Ensuite, vous allez avoir des écrans partout. Dans le Sophie Stadium, il y a un écran qui s'appelle Oculus de 80 millions de pixels, enfin des chiffres démentiels. Vous allez avoir aussi les statistiques en direct des joueurs. Vous allez avoir aussi les fancams. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une affaire dans la tournée de Coldplay. DRH. Non, c'est pas ça. Exactement. La DRH qui avait été compromise. Donc les fancams où en fait on va avoir les spectateurs qui vont être filmés en direct et également les repas aux places directement. Il y a des critiques qu'on peut émettre vis-à-vis de ces stades connectés aujourd'hui? Ah bah il y a beaucoup de critiques. Pour Clément Dubreuil, évidemment, le problème, c'est le regard des spectateurs qui est plus sur le terrain, mais qui est sur leur smartphone et sur les écrans. Donc en fait, pour lui, il n'y a pas du tout de rupture avec le quotidien. Normalement, quand on va dans un stade, c'est pour échapper à son quotidien, échapper à son canapé. Sauf que là, c'est exactement la même chose. On va être sur son smartphone, on va regarder les statistiques, voir les médias, voir, on ne va même pas regarder le match depuis son siège, mais dans un bar en train de boire une bière. Et pour lui, en fait, ça représente dans la science, notamment la science de gestion qui a analysé les différents types de spectateurs. Je ne sais pas, vous allez peut-être vous reconnaître. Donc, il y a les esthètes. Les premiers, c'est ceux qui vont avoir l'amour du beau jeu. Par exemple, moi, j'adore Ousmane Dembélé. Et donc, j'adore regarder ces matchs pour le beau jeu. Ensuite, il y a les supporters ça va être les ultras par exemple, qui vont avoir des chants, les gens qui aiment bien faire des holas. Ensuite, on va avoir les interactifs qui, justement, dans les Smart Stadiums, sont contents puisqu'ils vont pouvoir interagir en direct, voire poster sur leurs réseaux sociaux qui vont apparaître à l'écran. Et ensuite, bon, il y a les opportunistes comme toujours qui sont là plus pour apparaître. Et en tout cas, ce qui rappelle Clément Dubreuil, c'est le terme d'Homo connecticus. C'est l'homme moderne, toujours, où Michel Serres, avec la petite poussette, on a toujours le portable au bout de sa main. Mais
à cette théorie, on va partir à un reportage, je crois. Oui, on va aller regarder quelques images parce que la visite guidée du stade, ça nous intéresse quand même malgré tout, malgré les critiques. Nos confrères de France 2, Franck Genozo, Marine Zambrono et Pierre Laurent, hein, notre correspondant à Los Angeles, nous font la visite guidée stade XXL à l'américaine. Je vous laisse regarder. Toujours plus grand, toujours plus confortable et surtout toujours plus spectaculaire. Durant la Coupe du Monde, les stades américains vont faire la démonstration de leur sens de la mise en scène. L'un des plus beaux se trouve à Atlanta, reconnaissable à son toit qui s'ouvre en une poignée de minutes. Et à son entrée sur la pelouse, où les joueurs passent au milieu des spectateurs, à grand renfort de lumière et de fumée. L'ambiance est très chaude, c'est très bruyant. Il y a un peu de tout pour les supporters, c'est super. Je ne connais pas un autre stade où vous pouvez taper dans la main des joueurs avant et après le match. C'est génial. Le sens du spectacle, mais aussi celui du confort. Voici ce qu'on appelle la terrasse. Tout est déjà prêt. Les fans arrivent tôt généralement. Et c'est comme si on installait votre salon au bord de la pelouse, avec tout ce qu'il faut de nourriture, de boissons, de desserts. Pour un match du premier tour de la Coupe du Monde, il vous faudra dépenser l'équivalent de 3 000 € par personne pour prendre place dans ce carré VIP. Mais le stade est aussi connu pour ses prix cassés sur la restauration, avec des centaines de points de vente. L'équivalent de 4 € pour un burger, de 2 € pour un soda à volonté. Les tarifs n'augmenteront pas pendant le mondial, de quoi profiter des buffets illimités ou de l'intimité de ce bar à cocktail. Les gens restent parfois à l'intérieur pour regarder le match à la télé, juste parce qu'ils passent un bon moment. Quoi qu'il arrive, vous ne raterez rien du match grâce aux 3000 écrans. Il y en a absolument partout. À la buvette, dans les couloirs, dans les ascenseurs et jusque sur le miroir des toilettes. Pendant le match, vous pouvez aussi participer à de nombreuses activités, y compris avec vos enfants. Les habitués en conviennent. Être supporter dans ce stade est un luxe assez inhabituel. C'est incroyable le niveau de confort dans lequel ils ont investi. Vous ne faites jamais la queue, même pour aller aux toilettes. C'est pas un stade, c'est un bateau de croisière. C'est vraiment... Un bateau de croisière qui accueillera 7 matchs, dont une demi-finale. Alors, on vient de les voir, notamment cette dame avec sa bière à la main, parce que qui dit évidemment stade XXL avec tous ces moyens qu'on vient de mettre en avant, dit forcément consommation. C'est vrai qu'on se lève beaucoup pendant les pauses fraîcheurs, et c'est très américain ça, on va chercher à manger et à boire, et on consomme, avec modération bien sûr, de la bière notamment. Oui, avec modération. Je commence parce que mes collègues de la rubrique santé nous regardent et évidemment... Et c'est une loi française au passage. Exactement, une loi française bien connue. Moi, je vais commencer par une question, Elisabeth. Allez-y. À votre avis, pendant la Coupe du Monde, combien de litres de bière sont consommés ? Alors, aucune idée, mais par match, je dirais d'aller 2 pintes par personne. On peut faire le calcul, mais moi je suis nulle en maths, faut savoir. Il faut faire le calcul, donc on est beaucoup sur Terre, 560 millions de litres de bière. Ça fait beaucoup, avec modération, on me dit de rajouter, effectivement, ça fait beaucoup. Oui, c'est immense. Et c'est pour ça qu'il y a un angle qui a été très original d'un chercheur qui s'appelle Jean-Guillaume Dieter de la Burgundy School of Business, qui s'est demandé... Qui a étudié la consommation de bière pendant les matchs ? Pas pendant les matchs, mais la géopolitique de la bière entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui en fait sont des pays énormément consommateurs de bière. Les États-Unis, 2e producteur, 2e consommateur. Ensuite, le Mexique, 4e producteur, 4e consommateur. Le Canada, 16e consommateur, 19e producteur. C'est les Chinois les premiers, voilà, pour information. Nous, on est largement derrière. Ensuite, ce qui est important dans ces marchés, donc Canada, États-Unis et Mexique, c'est qu'ils sont interdépendants. On va le voir après sur les droits de douane qui ont posé un problème. Globalement, je vais le faire de façon assez schématique. Au départ, il y a la céréale, évidemment, donc l'houblon, le malt et l'orge. C'est produit principalement aux États-Unis et au Canada. Ensuite, il y a l'aluminium qui va servir à fabriquer les canettes parce que c'est des gros consommateurs plutôt de bière en canette plutôt qu'en bouteille. Et ensuite, il y a la production. Ça, cette fois-ci, c'est au Mexique qui exporte 95% des bières vers les États-Unis. Et enfin, ce qu'on sait peu, c'est que c'est un groupe belge qui détient les principales marques que je ne vais évidemment pas citer, mais toutes les bières aussi
américaines, canadiennes et mexicaines les plus connues, notamment celles qu'aimait bien Jacques Chirac. Les 3 pays hôtes de ce mondial que vous citez donc, avec cette production de la bière et cette consommation, les droits de douane américains, les droits de douane de Trump, ça a impacté? Énormément. En fait, déjà, la base, c'est les céréales qui ont été énormément taxées. Ensuite, c'est l'aluminium qui est passé même jusqu'à 50%. Donc, il y a eu des conflits énormes avec le Canada. Évidemment, comme la bière est surtout produite dans les usines mexicaines, il y a eu des droits de douane qui ont bloqué. Heureusement, tous les pays ont adopté des nouvelles pratiques. Donc les USA ont créé un label qui va être US Farmed, et ensuite les Canadiens vont reproduire beaucoup de bière, la crafted beer des Canadiens. Et c'est le mot de la fin peut-être avec un pronostic, non, pour un gagnant. La recherche, elle a visé ça. Nous, on a le nôtre. Hein. Pas de maillot, on n'a pas le droit trop s'exprimer, mais je crois que la marinière parle d'elle-même. Vous avez mis la chemise bleue aussi. Oui, voilà. Et moi, j'avoue que j'ai envie que mon chouchou Ousmane Dembélé marque le but final. Et oui, je terminerai par une étude qui est assez intéressante. Et c'est la fin, rapidement. C'est qu'un article a étudié 100 000, a fait une estimation de 100 000 simulations pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Antoine Le Seigneurens de The Conversation France.